Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Matins du Sénat. Aujourd'hui, je vous propose de revivre l'audition de Roxana Maracineanu. La ministre venait défendre le budget alloué au sport, un budget largement renforcé en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Elle a aussi répondu aux critiques des sénateurs qui pensent que ce budget n'est pas assez conséquent pour redynamiser le sport de haut niveau comme le veut Emmanuel Macron. Je vous propose de suivre les échanges et on se retrouve tout de suite après. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, vous l'avez dit, le budget que je viens vous présenter, pour lequel je suis auditionnée aujourd'hui, est un budget inédit pour mon ministère, autant inédit qu'ambitieux, puisque c'est un budget en hausse de 22% qui nous permet d'atteindre un niveau historique de 987 millions d'euros. Et si on inclut le CAS pension, on passe la barre symbolique du milliard d'euros pour le budget de notre ministère. Cela représente 178 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2021 et un budget qui a plus que doublé depuis le PLF 2018. Ces crédits supplémentaires seront investis pour partie dans les équipements dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'en faveur de la haute performance et du développement de la pratique sportive pour tous, grâce à la pérennisation du passeport en 2022. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce projet de loi de finances pour 2022 illustre la considération du gouvernement pour le sport. Car si nous le savions, la crise sanitaire l'a confirmé avec force. Le sport est utile et essentiel pour le bien-être et la santé physique et mentale de nos concitoyens. Le sport est utile et essentiel par les valeurs que les éducateurs y transmettent, pour le lien social qu'ils tissent entre nous. Le sport est un vecteur absolument primordial pour l'éducation, j'en suis persuadée, et cette conviction a motivé d'ailleurs le rapprochement du ministère des Sports et celui de l'Éducation nationale que nous avons souhaité avec Jean-Michel Blanquer faire équipe à un an de ce budget, de ce dernier budget à voter, à 2 ans de la fin du mandat. C'était à mes yeux essentiel pour pouvoir véritablement travailler et commencer un travail attendu de tous, le rapprochement de l'éducation nationale et du sport pour tous, et notamment du champ associatif. Le sport doit, de mon point de vue, être reconnu non seulement comme un secteur économique majeur, mais comme un véritable élément de politique publique, une politique publique en lui-même. Et à ce titre, je l'affirme avec humilité, ce budget pour 2022 est à la hauteur. Avant d'entrer dans sa lecture détaillée, j'aimerais revenir sur ces mois inédits et difficiles que nous venons de vivre en raison de la crise sanitaire. Vous l'avez évidemment ressenti sur les territoires, dans le champ associatif, mais pas que, évidemment, une crise qui, je me dois de le rappeler, n'est pas encore derrière nous. Il nous faut demeurer prudents et nos responsabilités en tant qu'élus de la République, membres du gouvernement, nous y obligent. Et je voulais adresser devant vous mes plus chaleureuses pensées à nos concitoyennes et concitoyens qui ont été touchés par la pandémie. Je voulais évidemment remercier les acteurs du sport qui, dans leur immense majorité, ont plaidé avec mon ministère en faveur de la vaccination. Encore aujourd'hui, nous poursuivons ensemble ce travail de conviction et de pédagogie sur le terrain. Je les remercie d'avoir fait preuve d'un grand sens des responsabilités pour nous aider à la mise en œuvre du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est notre meilleure protection contre le virus, puisqu'il constitue un sésame pour évidemment protéger celles et ceux qui veulent reprendre une activité sportive normale, se remettre en lien avec leurs amis, leurs coéquipiers, mais aussi il constitue un sésame pour poursuivre toutes ces activités physiques sans restriction et dans un cadre encadré, dans une association sportive ou dans une salle de sport. Évidemment, nous avons, comme depuis le début, souhaité ne pas distinguer entre les sports collectifs, les sports individuels, entre les sports d'extérieur, les sports d'intérieur. Et évidemment, ce pass sanitaire nous a permis aujourd'hui d'avoir une équité de traitement pour tous les sports, pour toutes les disciplines sportives et dans tous les champs d'activité, que ce soit amateur, professionnel ou commercial de l'offre sportive. Dans ce contexte très difficile qui nous a imposé et continue de nous imposer des restrictions destinées à sauver des vies, à soulager les services de santé, le gouvernement, je voulais le rappeler, a tout fait pour aider tous les acteurs du sport, à tous les niveaux, que ce soit des acteurs qui employaient, des acteurs qui concentraient un engagement essentiellement bénévole, mais aussi un secteur qui se lançait dans une activité indépendante ou commerciale, voire même au moment justement de cette crise sanitaire.
l'État a débloqué plus de 7 milliards d'euros de soutien au secteur sportif, ainsi que 122 millions d'euros au titre du plan de relance. Un plan de relance spécifiquement dédié à la rénovation thermique du bâti sportif, ainsi qu'au soutien à l'emploi et au soutien du développement numérique auprès de nos acteurs que nous soutenons financièrement habituellement. C'est tout à fait considérable pour notre secteur. C'était indispensable pour un secteur en plein essor et c'était indispensable aussi pour un secteur dont justement la crise a renforcé l'importance. Nous avons veillé à ce que notre écosystème puisse bénéficier des aides de droit commun et en complément, lorsque cela a été nécessaire, nous avons déployé des aides sur mesure. Nous avons entendu tous les acteurs, notamment les salles de sport qui ont beaucoup souffert parce que fermées beaucoup de temps, beaucoup de mois pendant cette crise sanitaire et à chaque fois nous avons expliqué, fait de la pédagogie aussi avec le ministère de l'économie pour permettre d'adapter un certain nombre de dispositifs à ce secteur professionnel dans le sens où c'est un secteur commercial sportif. Pour les salles de sport, par exemple, nous avons initié, grâce à la problématique, à l'enjeu pour les salles de sport, l'aide au coût fixe. Ça venait vraiment de ce champ d'activité. Pour le sport professionnel, nous avons compensé la perte de billetterie. Pour les associations non employeuses, nous avons mis en place un fonds territorial de solidarité placé à l'Agence nationale du sport, qui a été reconduit sur 2 années de suite. Pour le sport amateur, encore, nous avons mis en place un fonds de soutien aux fédérations touchées par les baisses de licences, puisque nombre de compétitions sportives ont été arrêtées, et c'est malgré toutefois une inscription en club à la rentrée d'il y a 2 ans, le nombre de licences pour faire de la compétition était nettement en baisse quant aux inscriptions dans les fédérations sportives. Et évidemment, la mesure qui en découlait, c'était une mesure d'abord d'urgence, évidemment, celle du passeport, puisqu'on pensait avoir une rentrée sportive un peu molle cette année, étant donné tout ce qui s'était passé l'année dernière. Ce n'a pas été le cas, finalement. Mais en tout cas, cette mesure du passeport, nous l'avons souhaitée d'abord comme une mesure de reprise pour l'écosystème associatif et bien sûr pour en faire aussi une mesure sociale, de justice sociale, d'aide au pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Le passeport, comme il était déjà, j'allais dire, dans les tiroirs du ministère des Sports depuis un moment, puisque c'était cette licence sociale, comme on l'avait appelée il y a quelques années lorsque nous l'avions conçue, évidemment ça a pris tout son sens au moment de la crise sanitaire. Nous en avons fait un dispositif de rebond pour notre secteur. Et c'est pourquoi nous avons souhaité le reconduire dans le cadre du budget pour 2022 pour en faire une mesure pérenne. À l'avenir, nous avons réalisé la prouesse avec les agents de mon ministère de la déployer en seulement 3 mois. Évidemment, nous avions ce repère du pass culture qui a pris beaucoup de temps au niveau de l'État à être conçu, à être testé, expérimenté. On savait que cette mesure du passeport pouvait s'inspirer sur les territoires de quelque chose qui existait déjà et qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de collectivités. Néanmoins, on voulait aussi en faire une mesure illustrant la co-gouvernance, la gouvernance partagée du sport que nous avons initiée au sein de l'Agence nationale du sport. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle a été réfléchie au départ par l'Agence nationale du sport, nous avons vraiment voulu être au plus près des territoires pour la déployer. Je vous en dirai quelques mots, notamment, je pense, en réponse aux questions qui me seront posées sur ce dispositif. Donc 3 mois pour la mettre en œuvre. C'est peu, mais c'était indispensable pour qu'elle puisse avoir lieu et puis avoir une version numéro 2 l'année prochaine avec un budget déjà prévu. Cette allocation de rentrée sportive permet aux jeunes bénéficiaires de s'inscrire dans une association grâce à une réduction de 50 € de la part de l'État. Aujourd'hui, pour plus de renseignements sur le dispositif, nous avons passé la barre des 700 000 jeunes qui en ont déjà bénéficié. C'est 100 000 de plus en une semaine et cela continue de grimper. Évidemment, nous sommes tenus par la vitesse à laquelle les associations, avec leurs bénévoles, parfois leurs salariés, entrent ces courriers passeports qu'ils ont reçus, ramassés au forum des associations et avec lesquels ils nourrissent l'inscription qu'ils ont faite sur le logiciel Mon Compte Asso.
60 000 associations ou structures affiliées disposent à ce jour de ce compte asso qui permet de délivrer des passeports. Près de 2/3 le font déjà, ont commencé déjà les inscriptions, mais nous avons encore plusieurs semaines devant nous pour maintenir l'effort en allant chercher les jeunes éloignés de la pratique, en les guidant vers le cadre structurant d'une association, sans que la question financière n'entrave leur démarche d'inscription. Je sais pouvoir compter également sur vous, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, sur nos députés également pour qu'on continue ensemble à promouvoir ce dispositif dans l'ensemble de nos territoires. En parallèle, je suis aussi consciente que les modalités du passeport sont perfectibles et nous réfléchissons à l'optimiser. C'était déjà l'idée de départ lorsqu'on a voulu ce dispositif comme une photographie finalement de la consommation de sport pour un enfant sur 2 sur nos territoires. C'est ça aussi l'intérêt de la mesure et il a vocation évidemment à connaître un élargissement vers notamment plus de structures éligibles aujourd'hui et vers aussi plus de public, enfin une plus grande large palette, une palette plus large de public, pour qu'un maximum de jeunes puissent l'utiliser. Pour permettre une pratique du sport pour tous, sur tous les territoires, sur vos territoires, il faut des équipements en nombre suffisant. Il y avait donc ce frein à l'inscription, mais aussi on le sait depuis un moment, et moi-même en tant que responsable associative à devoir négocier des créneaux dans une piscine, puisque j'avais une association de natation, on sait combien il est difficile d'avoir des créneaux dans les équipements sportifs qui doivent être partagés par plusieurs associations, par les scolaires, par le grand public. Et c'est pourquoi, avec le président de la République, nous avons annoncé et détaillé les contours d'un plan visant à construire 5 000 nouveaux terrains de sport en France, équipements, infrastructures sportives de proximité, à l'horizon 2024, en y consacrant un budget substantiel de 200 millions d'euros. Je me réjouis qu'un amendement ait été adopté hier soir, puisque, Monsieur Lafont, vous demandiez comment cette mesure allait être financée. C'est effectivement un souhait de la part du gouvernement et du coup de la majorité à l'Assemblée nationale, puisque un amendement gouvernemental puis un amendement des députés a été déposé lors de l'examen de notre mission, pour concrétiser le financement de ce plan de développement en faveur des équipements sportifs de proximité dans les territoires carencés. Bien plus qu'un plan de financement d'équipements sportifs, c'est un engagement à développer une pratique sportive organisée, animée par une association sportive, sécurisée et adaptée au public qui en sont les plus éloignés. Nous visons au moins qu'un équipement contribue à créer une structure, un emploi dans ces équipements sportifs. Donc c'est effectivement des équipements en libre accès qui sont visés, mais des équipements animés et avec une présence associative dédiée à sa, je ne vais pas dire sa gestion, puisque quand je vous détaillerai de quel type d'équipement il s'agit, effectivement, il n'y a pas vraiment de gestion de l'équipement, mais en tout cas une prise en charge de l'animation de cet équipement par une association sportive. Sachez en outre que le président de la République a annoncé que 50 millions d'euros seraient également consacrés à la rénovation thermique du bâti sportif, comme nous l'avons fait aussi cette année. Nous répondons ainsi à des besoins exprimés dans les territoires, aussi bien par les citoyens que par les élus ou le mouvement sportif. Cette stratégie autour des équipements s'inscrit dans une dynamique de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en France en 2024, dont l'héritage tant matériel qu'immatériel est enthousiasmant. Ces Jeux sont une chance pour la France. Ils sont en effet un véritable accélérateur de transformation pour notre secteur. Ils sont aussi un moyen unique de favoriser l'engagement de notre jeunesse, de créer des emplois, de permettre à nos entreprises de gagner des marchés ou encore de mettre en valeur leur savoir-faire à l'international. Ce budget 2022, c'est aussi la marque de la montée en puissance des investissements pour les Jeux. Le ministère consacrera en effet 40 millions d'euros afin de financer des équipements nécessaires aux Jeux olympiques et 25 millions d'euros spécifiquement pour l'organisation des Jeux paralympiques, qui seront essentiels pour promouvoir durablement le parasport dans notre pays.
Vous le savez, en tant qu'ancienne athlète, et bien sûr, je sais que vous êtes impliquée sur la question sportive autant que moi, ces Jeux vont laisser un héritage et nous voulons tous que cet héritage profite à tous les Français et toutes les Françaises. Un héritage en dur, avec des équipements sportifs de proximité. Je pense notamment aux 900 centres de préparation aux Jeux, les CPJ, qui sont répartis sur 97 départements. Il s'agit de logements, des hébergements neufs, des infrastructures nouvelles qui vont désenclaver certains territoires, qu'il s'agisse des quartiers dans les villes, dans les territoires périurbains ou ruraux. Un héritage économique avec près de 150 000 emplois mobilisés, des filières métiers réenchantées, des marchés conquis par nos entreprises et des retombées touristiques exceptionnelles. Et enfin, un héritage immatériel, celui qui changera en profondeur nos modes de vie. Il commence par le renforcement de la place du sport à l'école, dans le quotidien de nos enfants et dès le plus jeune âge. C'est l'un des grands objectifs de ces Jeux, faire de la France une grande nation sportive. Nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer pour que le sport innerve concrètement les différents temps de l'enfant. Nous déployons dès la maternelle les savoirs sportifs fondamentaux, tels que le savoir rouler à vélo et l'aisance aquatique. Ils permettent respectivement à 200 000 enfants d'acquérir une pratique autonome du vélo d'ici 2022, à 400 000 enfants d'être plus en sécurité dans l'eau d'ici 2024. Nous avons créé en moins d'un an un enseignement de spécialité éducation physique, pratique et culture sportive au baccalauréat général, la 13e spécialité du bac général. Il y a un lycée par département qui a postulé pour avoir cette option, ainsi qu'à la rentrée prochaine où nous souhaitons que les lycées qui vont postuler soient proches de nos lieux d'entraînement, de nos sportifs, pour mettre en cohérence la présence de nos sportifs de haut niveau sur les territoires avec cette option, s'ils souhaitent toutefois la prendre dans leur cursus scolaire. Nous avons créé une coloration sport dans 5 baccalauréats professionnels et nous souhaitons la création d'un bac pro sport. Nous y travaillons déjà pour la rentrée 2022. Nous avons enfin installé 30 minutes d'activité quotidienne à l'école. Ce n'est pas une opération, mais véritablement un dispositif soutenu par le comité d'organisation aux Jeux, avec toute sa puissance de communication et bien sûr par la commande que nous passons avec Jean-Michel Blanquer au recteur, mais aussi aux associations sportives via les fédérations, pour qu'elles se rapprochent de ces écoles pour mettre en place aussi bien les savoirs fondamentaux que ces 30 minutes d'activité quotidienne qui viennent en plus, je le précise, du programme éducation physique et sportive en maternelle et à l'école primaire. Évidemment, ces réformes sont essentielles parce que la sédentarité guette plus que jamais nos enfants. Elles comportent, ces réformes, des bénéfices immédiats pour le bien-être et l'éducation de nos jeunes dans notre société. Et elles sont fondamentales parce qu'elles permettent la construction d'un capital santé, l'acquisition de savoir-être, mais aussi de clés véritablement pour avoir une approche du sport à tous les âges de la vie, notamment à des âges avancés où être capable et avoir envie d'aller en piscine, par exemple, ou continuer à se déplacer à vélo, c'est essentiel pour gagner des années en bonne santé, des années en autonomie lorsque l'âge les méfaits de l'âge nous guettent au cours de nos vies. Par ailleurs, nous agissons pour inscrire le sport comme un pilier dans le parcours santé de nos concitoyens. C'est le sens du travail mené depuis 2 ans par mon ministère, avec l'Ordre des médecins, qui s'est engagé le 8 octobre dernier en ma présence à inciter fortement la profession à la prescription du sport, à titre curatif mais aussi préventif. Plus de sport prescrit sur ordonnance. Et vous avez vu aussi que le PLF pour 2022 prévoit en parallèle une nouvelle augmentation en faveur du sport santé au sein de notre ministère, de manière à soutenir à hauteur aujourd'hui de 4,2 millions d'euros le déploiement des maisons sport santé. Le président de la République a souhaité qu'on arrive avant la fin du mandat à 500 maisons sport santé labellisées sur le territoire. Évidemment, il ne s'agit pas juste de donner une étiquette, un label à ceux qui existent déjà, mais bien d'accompagner ce réseau, à le mettre en réseau, à pouvoir le faire monter en compétences, à le mettre en lien aussi bien avec l'amont, les hôpitaux, les médecins, les sages-femmes, les prescripteurs de sport sur ordonnance, ainsi qu'avec l'aval, c'est-à-dire les associations sportives sur les territoires qui aujourd'hui vont récupérer
un nombre conséquent de nouveaux pratiquants. L'année dernière, 70 000 nouvelles personnes, enfin 70 000 personnes se sont mises au sport grâce à ces maisons sport santé. Et ça va vraiment en grandissant. C'est un secteur qui, grâce à des professionnels qui sont en formation STAPS, activité physique adaptée, mais aussi des professionnels de la santé, comme des kinés, comme des accompagnants médicaux, intègrent le sport dans le parcours santé, que ce soit un parcours de guérison ou de prévention. Vous le savez, mon thème de ce mandat a été celui qui m'a tenu particulièrement à cœur, c'était de préserver l'éthique et l'intégrité dans le sport. De prévenir toute forme de conduite déviante, d'atteinte au pacte républicain ou de violence. Alors le pacte républicain, au moment du vote de la loi sur confortant les principes de la République, nous avons, avec le Conseil d'État, souhaité que l'intégrité des pratiquants soit élevée au rang de principe de la République, chose que le Conseil d'État a acceptée, et nous sommes contents, heureux et fiers qu'on ait pu, dans cette loi, grâce à vous, grâce à votre vote également, pu mobiliser les fédérations sur ces sujets qui sont tellement importants, aussi bien la lutte contre les dérives communautaires, bien sûr, puisque c'était principalement l'objet de cette loi, mais aussi positionner le sport dans cette loi comme un acteur, un véritable acteur de la promesse républicaine, qui est aussi l'autre pendant de cette loi, tout aussi importante que celui de la prévention ou voire de la sanction. Aujourd'hui, nous doublons ce budget consacré à cette politique qui vient d'être renforcée par donc l'adoption de la loi. Et à l'heure de discuter le dernier projet de loi de finances de ce quinquennat, je voulais très solennellement devant vous remercier sincèrement les agents du ministère chargé des sports, la direction des sports, nos agents sur les territoires, dans nos établissements, et bien sûr dans les fédérations pour leur mobilisation dans ce combat que j'ai engagé contre toute forme de violence dans le sport. À l'issue de ce quinquennat, je crois pouvoir dire que le monde du sport sera plus sécurisant que 5 ans auparavant. Il sera plus sûr et protecteur grâce à l'entrée en vigueur du contrôle de l'honorabilité des bénévoles en septembre 2021 et au travail de la cellule et de nos agents sur l'autorité des préfets qui, au 1er octobre, avaient déjà traité 731 signalements de violence mettant en cause 803 personnes. Et s'il reste encore à faire, je veux aussi dire que sans la volonté de la plupart des fédérations sportives, nous ne pourrions pas avancer ensemble aussi vite sur ce chemin vers un sport plus responsable. Nous avons encore du travail à faire avec les collectivités sur le sujet aujourd'hui, puisqu'évidemment dans tous les équipements sportifs doivent être affichés toute cette signalétique pour permettre aux usagers de savoir à qui signaler et qu'on fasse de ce sujet un sujet de discussion voilà, simple et finalement facile à aborder lorsqu'on est un enfant, surtout quand on est un enfant. Agir ensemble en associant notamment les territoires, comme je viens de le dire sur ce sujet, c'est le modus operandi de l'Agence nationale du sport, qui fonctionne grâce à une gouvernance partagée. Cette agence, opérateur du ministère, est le trait d'union qui œuvre au quotidien avec les partenaires du sport, que sont le mouvement sportif, les collectivités, les entreprises. 2 ans après sa création, et grâce à une collaboration réussie avec les services déconcentrés de mon ministère, l'agence assure sa part dans le financement du développement des pratiques sportives et l'accompagnement de la haute performance avec un programme et des services sur mesure en faveur de nos athlètes. L'agence voit donc sa dotation budgétaire maintenue au même niveau que 2021 avec 135 millions d'euros auquel s'ajoutera le versement des taxes affectées à hauteur de 180 millions d'euros pour atteindre 315 millions de crédits publics hors plan de relance. Je suis heureuse de vous annoncer que nous octroierons 10 millions d'euros de moyens complémentaires à l'Agence nationale du sport pour soutenir la haute performance sportive. Cela s'inscrit dans une trajectoire d'augmentation des crédits, puisque si on prend les crédits de la haute performance anciennement distribués par le ministère des Sports aux fédérations, nous étions à 50 millions d'euros avant le début de ce quinquennat. Aujourd'hui, nous sommes, avec cet amendement, à 110 millions d'euros au total pour la partie haute performance.
Évidemment, ça démontre cette volonté de ne pas soutenir que l'élite, que ceux qui sont médaillables, comme j'ai pu le lire dans certains médias, suite aux déclarations du président de la République qui se voulait évidemment seulement ambitieuse et entraînante pour les sportifs qu'il avait autour de lui ce soir-là à l'Élysée. Mais évidemment, vous voyez que les chiffres le démontrent. Il y a eu aujourd'hui un apport supplémentaire pour ces athlètes, pour faire du sur-mesure pour ces athlètes. Et l'augmentation du budget en témoigne. Aujourd'hui, nous ne laissons tomber personne. L'accession à la haute performance et les filières d'accession comptent évidemment tout autant pour nous. Et il s'agit vraiment là de préserver le modèle sportif français qui part de la base d'une pratique de sport pour tous, qui emmène ceux qui le souhaitent et qui en ont les capacités, qu'ils le veuillent eux-mêmes ou qu'ils soient détectés par leurs entraîneurs, vers la performance. Et puis parmi ceux-là, une dernière sélection pour arriver sur les podiums internationaux. Et nous sommes là, le ministère des Sports, pour soutenir tous ces désirs de sport dans leur intégralité. Ces moyens complémentaires pour le haut niveau ont été adoptés hier soir à l'Assemblée nationale. Ils visent à amplifier l'action de l'agence sur cette partie haute performance, ainsi que pour les Olympiades ultérieures, puisque ce budget a vocation à perdurer, je l'espère évidemment à l'avenir. En tout cas, c'est ce que personnellement je ferais si j'étais en charge. Enfin, je tiens à ce que vous sachiez que les effectifs des conseillers techniques sportifs sont sanctuarisés en 2022. Et j'ai agi en ce sens. Sachez aussi que la dotation de l'État au réseau des établissements du ministère chargé des Sports, les CREPS et opérateurs publics équivalents, augmente de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros qui constituent aujourd'hui la masse salariale affectée désormais à ces établissements du ministère des Sports, puisque chaque CREPS voit sa dotation en ressources humaines augmenter de 4 ETP pour justement avoir cette action au plus proche de nos sportifs sur les territoires, une émanation de ce qu'est la politique souhaitée par Claude Onesta sur la haute performance, faire du sur-mesure, proposer un catalogue de solutions pour nos sportifs là où ils s'entraînent, au plus près de leur lieu d'entraînement et leur lieu de vie, avec 4 thématiques spécifiques qui portent sur le parasport, sur le sport santé, sur l'accompagnement socio-professionnel et sur les datas qui leur permettront d'être plus performants. Et ce sont des services au plus près des besoins de ces athlètes qui seront évidemment en lien avec notre ministère via les CREPS, la gouvernance des CREPS, et en lien avec la cellule haute performance de l'agence. Donc véritablement des ressources humaines au service de nos fédérations et de nos sportifs et de leurs coachs en particulier. L'INSEP, quant à lui, l'amiral, le vaisseau amiral de la haute performance, le ministère y investira 6,4 millions d'euros en 2022. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, cette audition me permet de détailler les grandes lignes de ce budget historique pour le sport. Vous pouvez compter sur mon engagement dans les mois à venir pour travailler au déploiement effectif de ce budget et de nos ambitions pour le sport dans l'ensemble de nos territoires. Je saisis cette opportunité pour vous rappeler mon attachement à ce que nous puissions travailler ensemble au bénéfice du sport, des sportifs et des sportives. Merci Madame la Ministre. Jean-Jacques Lezach, rapporteur pour avis des crédits budgétaires, va vous poser une première série de questions. Bien, merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre pour cette présentation budgétaire que vous avez qualifiée d'historique à la fin de votre propos. Et c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une augmentation de plus 22%. Donc, à première vue, je dirais, on ne peut être que satisfait de cette augmentation du budget, mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui traduisent un petit peu une sorte de trompe-l'œil, si je peux dire, parce que dans cette augmentation de 178 millions d'euros, par exemple, il y a 100 millions d'euros qui viennent du pass sport. Or, je le dis et je répète d'ailleurs chaque année, l'analyse comparative du budget des sports est très difficile à opérer d'une année sur l'autre parce que là, par exemple, en ce qui concerne le pass sport, eh bien, les 100 millions d'euros de l'exercice 2021 n'étaient pas inscrits dans le budget du ministère, mais étaient inscrits sur la loi de finances rectificative du mois de juin. Donc là, maintenant, on intègre le pass sport dans le budget du ministère des Sports. Donc, je dirais mécaniquement, automatiquement, il y a effectivement un effet de souffle, un effet de gonflement qui apparaît dans les chiffres.
Alors, et puis d'autre part, on sait très bien que c'est la hausse des crédits de la Solidéo, mais ça se justifie bien évidemment par la préparation des JO. Simplement une petite observation, c'est la présentation budgétaire des crédits de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, puisque cette présentation intègre des crédits qui en réalité concerneront le laboratoire d'Orsay, et c'est vrai que la lutte antidopage va coûter beaucoup d'argent pour 2024, mais ces crédits transiteront par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, alors là aussi tout à l'heure je parlais d'éternelles questions. À nouveau, on pose la question du déplafonnement des taxes affectées. Bon. Je ne parle pas de la taxe buffet, puisque effectivement, avec les conséquences de l'affaire Mediapro, il y a un manque à gagner de l'ordre de 25 millions d'euros sur 2021, et l'État s'est engagé à compenser cette perte. Mais bien nous, je voudrais vous dire que nous sommes toujours très attachés à ce déplafonnement des paris sportifs en ligne et des paris de la Française des Jeux, puisque finalement, c'est seulement 31% des produits de ces taxes sur les jeux qui reviennent au sport. Or, par définition, s'il n'y avait pas de sport, il n'y aurait pas de paris sportifs en ligne, etc. Donc, sachez qu'on est très attaché, encore une fois, à ce déplafonnement des taxes. Alors, je reviens sur le pass sport, mais... Alors pas sur les modalités d'application, et effectivement c'est très difficile de mettre en place ce passe sport, simplement sur un aspect, c'est-à-dire le niveau de consommation des crédits. Parce que tout le monde sait qu'au 31 décembre de cette année, les 100 millions qui sont prévus ne seront pas consommés. On sera peut-être à, je sais pas, 40 millions, 45 millions d'euros. Donc je voudrais savoir si vous vous engagiez, Madame la Ministre, à ce que ces crédits non consommés au 31 décembre soient reportés en 2022 au bénéfice du secteur sportif, et en particulier pour le développement du sport pour tous, pour le développement des pratiques. J'ai envie de dire, à quelle estimation vous chiffrez la consommation de ces crédits pour le passe sport au 31 décembre de cette année, et est-ce que vous avez, je dirais, la perception, la confirmation d'une sorte de dynamique des collectivités locales pour accompagner les plans de financement de ces passes sport? Bon, par exemple, on sait qu'avant l'instauration de ce pass, il y avait déjà 33 conseils départementaux qui avaient mis en place des dispositifs analogues sous la forme de coupons sport, notamment pour les collégiens. Troisièmement, sur ce plan de création de 5000 équipements sportifs de proximité, bon, tout le monde s'en félicite, mais est-ce que pour donner, je dirais, de l'éclat, du rayonnement à cette action en faveur des équipements, il n'aurait pas fallu combiner en quelque sorte l'innovation? Bon, l'innovation, ça y est, ce sont ces équipements ouverts. Et puis d'autre part, l'existant, parce qu'effectivement, le parc actuel des équipements sportifs est très désuet. Il y a 7 équipements sur 10 qui n'ont jamais été rénovés et 22% qui ont plus de 50 ans. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas fallu agir sur les deux leviers, si je peux dire, créer de nouveaux équipements, notamment pour faire face à de nouvelles pratiques urbaines, et puis d'autre part, un plan de rénovation de l'existant. Ensuite, sur le sport de haut niveau et la haute performance, une seule question, si je peux dire, mais qui nous paraît quand même une petite injustice, une anomalie, si je puis dire. Vous avez, à la fin de votre propos, évoqué l'INSEP comme le navire amiral de la haute performance et notamment la préparation olympique. Or, on constate un plafond d'emploi de l'INSEP qui est réduit de 5 équivalents temps plein. Donc, on trouve que là, il y a une sorte d'incompréhension, si je peux dire. Le nombre de postes augmente partout, ou presque, augmente à l'ANS, augmente à la FLD, augmente dans les CREPS, puisqu'ils deviennent des maisons à la performance, et eh bien, à l'INSEP, il y a une réduction de 5 équivalents temps plein, et ça nous chagrine un peu, je dois dire, et c'est un des éléments, d'ailleurs, qui interviendront dans l'avis que j'aurai l'occasion de proposer à notre commission dans quelques jours. On sait votre combat, je terminerai là-dessus, on sait votre combat, Madame la Ministre, pour la lutte contre les violences, les discriminations, etc. Donc, où en est-on, si je peux dire, de la rédaction de la charte des principes républicains dans le domaine sportif? Et puis, je terminerai par une observation, parce que quand on veut de l'argent, et plus d'argent dans le sport, bien évidemment, on ne peut pas rester indifférent au sort, et notamment au sort budgétaire, réservé aux collectivités locales, puisque les collectivités locales représentent à elles seules
85% du financement public, et avec plus de 11 milliards d'euros. Et c'est d'ailleurs très souvent ces collectivités locales qui financent le sport paralympique. Voilà. Donc sachez qu'on sera également très vigilant sur la situation. Ah oui, j'ai oublié une question, Madame la Ministre. Excusez-moi, mais sur la traduction budgétaire de ce plan d'équipement sportif, puisque vous avez dit, donc hier soir, un amendement avait été adopté, mais donc concrètement, j'ai envie de dire, ce plan d'équipement sportif de proximité, il va être inscrit sur quelle ligne budgétaire? Puisque donc cet amendement, il porte sur quelle ligne budgétaire? De quel budget? Alors, Madame la Ministre, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions et ensuite d'autres sénateurs interviendront. Oups. Si c'est bon. Oui, merci Monsieur Lozach. Vous évoquez la comparaison compliquée d'année en année. Évidemment, je souscris puisque nous avons effectué beaucoup de modifications dans aujourd'hui l'état de l'écosystème sportif et particulièrement du ministère avec la création de l'agence, avec des flux financiers entre le ministère et l'Agence nationale du sport, avec effectivement aussi la Solidéo qui intervient aujourd'hui sur des fonds du ministère des Sports. Mais encore une fois, moi je pense qu'il faut qu'on se réjouisse tous ensemble du fait que le budget du ministère des Sports porte ces investissements pour les Jeux, parce que c'est ça aussi qui va donner de l'ampleur et non pas uniquement de la valeur faciale sur papier à notre budget. C'est aussi grâce à cette augmentation de budget que je peux plaider aujourd'hui pour avoir une mesure nouvelle comme le passeport, qui effectivement n'était pas inscrite, enfin qui a été inscrite en PLF rectificatif, mais oui, c'est une mesure nouvelle qui a vocation derrière à rentrer dans le budget classique du ministère des Sports. Donc c'est ça aussi qui montre la dynamique au niveau de l'État d'une augmentation du budget du ministère, et je ne vais pas me plaindre ou pleurer parce que le budget des Jeux est inscrit dans notre budget. Au contraire, je pense que c'est une chance et c'est grâce à ces Jeux Olympiques que nous connaissons cette augmentation et que ça nous permet aussi d'aller plaider soit auprès d'autres ministères le fait que le sport, les acteurs sportifs qui interviendront de manière, enfin pas indirecte, mais directement dans les Jeux avec leurs meilleurs éléments, leurs meilleurs sportifs, leurs meilleurs athlètes, eh bien ils souhaitent aussi intervenir sur des champs comme la santé, comme l'insertion professionnelle, comme l'inclusion des publics les plus fragiles dans notre société par le sport et grâce au sport. Et ça nous aide aussi à positionner ces acteurs sur des budgets qui ne sont pas ceux du ministère des Sports. Là, j'en ai pas fait l'article, mais nombre de fédérations, d'associations sportives, nous les avons mises en lien, présentées à d'autres ministres avec qui elles ont commencé déjà à travailler et qui ont eu pleinement des financements de la part de ces ministères. Je pense au plan, par exemple, qui avait postulé dans le cadre du PIA sur la recherche au service de la haute performance, 20 millions d'euros qui aujourd'hui concernent 12 projets fédéraux en lien désormais avec des universités, des chercheurs, et qui on n'a pas eu les effets immédiats là à Tokyo, mais on les aura pour Paris 2024 et pour ensuite ce lien nouveau qui s'est créé entre le monde de la recherche et le monde fédéral. Je pense aussi à des appels à projets mis en place par le ministère du Travail, de l'insertion plus particulièrement, et sur lesquels des associations sportives, des fédérations ont pu postuler pour aller capter aussi des fonds, du coup, de mon point de vue, interministériels. Concernant la FLD, si vous faites référence au transfert du laboratoire de ses locaux à Châtenay vers l'université d'Orsay, effectivement, il va y avoir une partie du budget qui va être versée par le ministère des Sports via, non pas l'éducation nationale, mais c'est le budget de l'enseignement supérieur, directement à l'université. Et effectivement, quand on transfère un laboratoire, on transfère aussi les moyens afférents, et nous sommes complètement en lien et en adéquation avec les demandes de l'université d'Orsay en la matière pour accueillir ce laboratoire et trouver les meilleures mutualisations possibles qui seront bénéfiques évidemment au laboratoire, mais aussi à l'université en question, en apportant cette expertise sur le dopage et ces experts au sein de cette université. Aujourd'hui, sur la mesure passeport que vous évoquez, vous craignez que seulement 40 millions d'euros puissent être consommés à la fin de l'année. Je peux vous rassurer
rassurer en la matière, puisque déjà 35 millions d'euros ont été consommés déjà aujourd'hui, alors qu'on sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a en stock encore dans les tiroirs des courriers, des passeports qui n'ont pas été encore signalés, voire même des associations qui n'ont pas encore entré leurs données pour ouvrir un compte Asso. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette mesure avait vocation de toute manière à évoluer. Nous avons voulu le faire progressivement. C'était dans la conception même du dispositif de voir comment privilégier d'abord le secteur associatif fédéral, puisque c'était une mesure à destination des fédérations que nous avons voulu dessiner avec le mouvement sportif. Donc ils étaient prioritaires sur cette rentrée sportive. Néanmoins, dans les quartiers prioritaires de la ville, nous avons inclus également les associations agréées. Donc on est allé au-delà de la pratique compétitive. Et puis, une prochaine évolution pourra intégrer les associations agréées en milieu rural. Nous avons élargi déjà, aujourd'hui c'était un souhait du CPSF d'aller au-delà des 18 ans pour les personnes en situation de handicap. Nous allons aller jusqu'à 30 ans pour les allocataires de l'allocation handicap. Et puis, nous avons aussi une demande de la part des fédérations que nous avions enregistrées déjà au début, mais qui nous amène à nous positionner sur une année calendaire, puisque certaines disciplines démarrent les inscriptions plutôt au mois de janvier qu'au mois de septembre, comme le ski par exemple, comme d'autres sports. Et c'est pourquoi cette première V1 du passeport va courir jusqu'à la fin février, avec, comme je vous l'ai dit, un élargissement progressif des structures éligibles et aussi du public éligible. Par exemple, nombre d'associations nous ont dit, là, au sortir de la crise, on a pensé qu'il était important, parce que c'était une demande du public, d'ouvrir des sections pour les très jeunes enfants. Moi, je vous en avais déjà parlé au tout début de mon mandat. C'est vers ça que je voulais inciter les fédérations à aller. Et concrètement, sur le terrain, vous pourrez voir avec vos associations, beaucoup de sections baby se sont ouvertes à partir de 3 ans. Et effectivement, quand on vient avec un passeport pour son enfant de 7 ans et qu'on a le petit de 4 ans qu'on veut inscrire et qu'on n'a pas de réduction, eh bien, ça nous fait aussi nous poser la question aujourd'hui de l'élargir progressivement. Donc, évidemment, je ne le prends pas comme comme une erreur de design de la politique publique, mais au contraire comme une évolution qu'il faut qu'on entende dans cette version V1. Cette mesure, encore une fois, présenter l'intérêt de pouvoir nous donner un miroir et un reflet de la consommation sportive d'un enfant sur 2, sur tous les territoires. On se rend compte que dans certains quartiers, elle est moins utilisée, alors que parfois c'est la cible même, et on est conscient que le pass sanitaire, aujourd'hui, est rentré un peu en collision sur les territoires QPV, puisque la plupart des associations nous ont dit en QPV, les personnes attendent la disparition, l'arrêt du pass sanitaire au 15 novembre, comme il était prévu, pour pouvoir s'inscrire. Donc voilà, on a dû aussi faire cet exercice et leur faire cet exercice de pédagogie pour qu'ils disent à ces jeunes, en fait, le pass sanitaire, il n'a pas vocation à disparaître là tout de suite, à s'arrêter. Donc inscrivez-vous, trouvons une solution ensemble. On vous explique ce qu'est la vaccination, ce qu'est le pass sanitaire. Et puis derrière, inscrivez-vous, parce que faire du sport, c'est important. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment une V1 de cette mesure votée en PLFR, inscrite en PLFR par le gouvernement, qui a vocation vraiment d'être le coup d'essai pour la V2, pour avoir une version aussi plus accessible, plus sur téléphone et moins sur un support papier. Mais là, on a voulu vraiment agir en urgence, en 3 mois, de déployer, de la mettre en place pour tester aussi, avoir une visibilité sur combien de pratiquants, où, comment, et surtout combien de non-pratiquants. Parce que c'est ça aussi le sujet. Je pense que dans la population visée, sur laquelle on a voulu être prudent, puisqu'on a budgété 100 millions, avec l'engagement, normalement c'est une mesure, 5,4 millions d'enfants, c'est 270 millions d'euros. Donc déjà, on a été prudent dans l'estimation du budget à consommer. C'est pour ça que moi j'ai l'ambition d'aller à un maximum vers les 100% du budget. Je vous rassure sur le fait que ces crédits, de toute façon, évidemment, resteront au sport et seront spécifiquement positionnés sur des actions, s'il en reste, sur des actions visant à ramener des non-pratiquants vers la pratique sportive. Alors peut-être dans les maisons sport santé, puisque c'est la vocation des maisons sport santé pour les adultes aujourd'hui, mais on leur a demandé de travailler sur des projets d'accompagnement de cette population vers la pratique. Aujourd'hui, s'ils n'en pratiquent pas d'habitude. Voilà, donc moi je suis plutôt rassurée sur la consommation, en tout cas on fera tout pour, et on travaille déjà sur une V2 qui introduit tout ce qu'on apprend de la V1.
Bien sûr, vous me parlez de la dynamique locale, avec des communes, des conseils départementaux déjà mobilisés sur la question. On a voulu qu'il y ait des cofinancements, évidemment, entre les communes, les départements, les régions, voir les fédérations elles-mêmes, ce qu'elles peuvent mettre en place, voir les partenaires du mouvement sportif, voir ce que chacun pourra mettre en place. On n'a pas eu le temps, l'occasion de, aujourd'hui, mobiliser tous ces acteurs. Les fédérations se sont mobilisées pour en faire un peu la communication. Les villes, de ce que j'en vois, ont communiqué plutôt sur leurs mesures en propre que sur le passeport, même s'ils ont fait passer l'info via le service associatif aux associations. Et je pense que le travail a vraiment été fait par beaucoup de villes. Mais maintenant, voilà, on n'en est pas encore à l'affichage aussi élaboré qu'on le fait pour le pass Clamart ou le pass voilà, dans vos villes à vous, où ça figure partout. Et on sait déjà, parce que c'est installé dans la tête des gens, que ça existe. Concernant l'INSEP et les 5 ETP, nous avions en effet constaté une sous-consommation récurrente de ce plafond d'emploi par l'INSEP. Donc on a ajusté aux besoins réels, c'est-à-dire aujourd'hui moins 5 pour 2022, mais évidemment une nouvelle dynamique avec un nouveau directeur général en la personne de Fabien Canu qui a remplacé Gani Yalouz, qui a terminé sa mission à la tête de l'INSEP. Et un nouveau DG en coordination avec l'ANS. L'idée, c'est qu'on trouve vraiment des synergies aujourd'hui nouvelles, que ce soit sur la partie recherche, mais aussi accompagnement spécifique, ce sur mesure que l'agence porte aujourd'hui pour les sportifs de haut niveau et pour leurs entraîneurs. Enfin, sur la partie équipement, nous avons aujourd'hui évidemment ce souci de la rénovation. Le plan France Relance, comme je l'ai dit tout à l'heure, portait déjà sur la rénovation énergétique. Il y a eu 50 millions d'euros en rénovation énergétique. Aujourd'hui aussi un budget déclenché dans le CIV l'année dernière, le Conseil interministériel des villes, de 30 millions d'euros spécifiquement pour les QPV. Et puis 12 millions d'euros sur des piscines, particulièrement avec une priorité donnée aux équipements mobiles de proximité qui ont inspiré justement ce nouveau plan d'équipement, mais aussi la contribution de l'État à la construction ou la rénovation de piscines en dur plus grandes que ces petits bassins. Michel Savin. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, merci Madame la Ministre de votre présentation. Je ne vais peut-être pas revenir sur les arguments que vous avez mis en avant pour expliquer l'augmentation que vous affichez sur la présence de ce budget, mais moi je vais plutôt revenir sur les points qui nous inquiètent et sur lesquels nous avons besoin d'avoir des réponses. Sur le passeport, je ne vais pas reprendre les arguments de Jean-Jacques Lozach, mais je n'ai pas tout compris de votre réponse, notamment sur les 50 ou 60 millions de crédits qui restent. Vous voyez, je mets 50 ou 60 en espérant qu'il y ait 40 ou 50 millions de consommés sur les 100 millions. Sur les 100 millions de 2021, s'il reste 40 ou 50 millions, je n'ai pas bien identifié comment ils seraient ciblés. On vous a posé la question, est-ce qu'ils seraient ciblés sur le sport pour tous, le développement des pratiques, le soutien aux fédérations. Vous nous avez parlé de crédits en direction des maisons sport-santé, mais je ne pense pas que vous allez cibler les 50 millions restants de 2021 sur les maisons sport-santé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir... être sûr d'abord que ces crédits resteront bien au sport et sur quelle politique ils seront ciblés. Donc je pense qu'on a besoin d'avoir des explications. Juste aussi une parenthèse sur ce que vous venez de rapporter sur le passeport, mais aussi le pass sanitaire. Comprenez qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien compréhensibles. Aujourd'hui, un jeune mineur peut aller dans un gymnase ou sur un terrain faire de la pratique sportive dans le cadre de l'école et de l'UNSS, mais il ne peut pas y aller dans une association. Donc comprenez que peut-être une des raisons aussi du chiffre qui n'est pas celui peut-être attendu dans le passeport, c'est que certains jeunes mineurs n'ont toujours pas pris de licence parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire et qui ne peuvent pas donc adhérer à un club ou pratiquer dans un équipement sportif. Donc ça, c'est complètement incompréhensible qu'aujourd'hui, le même
mineurs puissent faire du sport à l'école, puissent faire du sport en association UNSS, mais ils ne puissent pas le faire au niveau associatif. Donc je vais déposer un amendement sur le test qui va venir sur le pass sanitaire pour, j'espère que j'en profite pour demander à mes collègues de le soutenir, je fais aussi un peu de la promotion pour mes amendements, pour soutenir cet amendement qui va dans le sens que vous souhaitez, les meilleures pratiques du sport, notamment au niveau de la santé de nos jeunes. Donc voilà, ça peut aussi permettre à des jeunes de revenir dans des clubs et de pouvoir solliciter le pass sport. Je ne vais pas revenir aussi sur le plan d'équipement, des équipements sportifs qu'a annoncé le président de la République. Je pense qu'on peut être d'accord et se féliciter qu'il y ait des crédits qui soient en direction des équipements de proximité. Alors, par contre, j'ai une question, Madame la Ministre. Pourquoi cibler certains territoires? Lorsqu'on a lu, j'ai lu et on a lu les déclarations du président de la République, ce sont les quartiers politiques de la ville et les territoires ruraux qui sont ciblés, qui rentrent dans la politique de soutien rural. Je ne me rappelle plus l'intitulé même. Les ZDR, voilà, les ZDR. Les autres sont complètement oubliés. Je trouve que... et alors on me dit, lorsqu'on interroge l'ANS et autres, on me dit oui, mais ça représente 80 à 90% des territoires. Alors si ça représente 90%, pourquoi pas aller à 100%? Aujourd'hui, avec cette politique, des maires nous ont déjà sollicité pour savoir comment s'inscrire dans cette logique et cette dynamique de mettre des équipements de proximité, notamment avec les associations, mais aussi avec l'éducation nationale. Je leur ai dit attention, si vous n'êtes pas dans un QPB ou un ZDR, vous ne pourrez pas y avoir accès. Donc il y a une certaine frustration déjà de certains maires par rapport à ce dispositif. Donc la question, pourquoi ne pas ouvrir à l'ensemble du territoire français? Pourquoi encore cibler uniquement deux types de territoires? C'est un peu en vrac que je vous pose des questions. Jean-Jacques vous a posé des questions sur la taxe buffet. Moi, j'ai une autre question sur les taxes. Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui, Madame la Ministre, qu'Amazon sera bien soumis à cette taxe buffet? Amazon ayant un siège à l'étranger, il faudrait qu'on ait la garantie que Amazon, qui a obtenu aujourd'hui les droits de retransmission des matchs de football, paye bien la taxe buffet et qu'on n'ait pas encore une mauvaise surprise, comme ça a déjà été le cas avec Mediapro, mais pour d'autres raisons. Autre question que je voulais vous poser, vous avez parlé de soutien, et c'est très bien aussi, sur les 10 millions supplémentaires qui ont été adoptés hier donc pour accompagner les sportifs de haut niveau. Une question... est-ce que vous pouvez nous assurer que, parce qu'il y a, bien sûr, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais il y a aussi d'autres Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est ceux d'hiver. Or, dans l'amendement d'hier, je n'ai pas vu citer les Jeux d'hiver. Donc, est-ce que les Jeux d'hiver sont bien prévus dans l'amendement? Bon, je vais faire vite. Tu veux que je raccourcisse Non. Bon. Troisième question, ça concerne les Jeux Olympiques et les primes sur les athlètes paralympiques. On nous a fait remonter, là aussi c'est une question budgétaire, Madame la Ministre, sur les faits que certains athlètes paralympiques, au vu du montant de leurs primes, se verraient retirer l'AH. Donc, est-ce que vous nous confirmez cette situation, ce qui serait complètement contre-productif? Un athlète paralympique qui obtient des médailles, le seul résultat, c'est qu'au vu du montant des primes, il risque de se voir supprimer son calcul de l'allocation adulte handicapé. J'aurai d'autres questions que je vous poserai en séance publique parce que je vais laisser la place à mes collègues, mais j'ai certains, notamment sur la place de la France dans l'international. Le président de la République avait, en 2017, exposé le fait que la France joue un rôle important. Or, sur le budget 2022, ce que j'ai vu sur les budgets, il y a à peine 248 000 € ciblés sur cette politique de soutien
de l'influence sportive de la France à l'étranger, je trouve que c'est un budget complètement ridicule par rapport aux objectifs qu'on veut se donner de venir accompagner le développement de certaines pratiques avec nos pays voisins, notamment en direction de l'Afrique. Voilà, j'avais d'autres questions, mais je les garderai pour la séance, Monsieur le Président. Merci. Merci, Michel. Claude Kern. Bon, j'ai pas pu poser les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre présentation. Bon, en règle générale, quand on passe après Jean-Jacques et Michel, on n'a plus grand-chose à dire, parce qu'au fur et à mesure, on enlève les questions qu'on a notées. Néanmoins, j'ai quand même, je ne vais pas m'attarder sur le pass sport, pour lequel je partage les questions de mes deux collègues. Moi, je voudrais revenir sur une action qui est le sport de haut niveau. Je trouve qu'il ne progresse pas significativement. On a une seule mesure nouvelle, qui est une ligne de 6,7 millions d'euros en faveur du sport de haut niveau dans le budget de l'agence. Est-ce que, si on veut dynamiser, comme le veut le président Macron, et porter financièrement les succès sport de haut niveau, je rappelle le discours lors de la cérémonie en l'honneur des médaillés olympiques et paralympiques, on peut par contre se poser des questions en ce qui concerne cet engagement. Il y a des points positifs également dans le budget, je ne le néglige pas. C'est la prévention et la protection des sportifs, notamment avec le budget de l'AFLD, qui est en cohérence avec ses nouvelles missions. Je pense qu'il faut le signaler également. Par contre, une question en ce qui concerne les crédits nouveaux qui sont inscrits pour les actions de lutte contre les incivilités et la violence dans le sport. On sait qu'ils croissent énormément, on en entend de plus en plus parler, et pas que dans le foot. 800 millions d'euros en plus, est-ce que c'est à la hauteur de l'ampleur du phénomène ? Je vais passer sur l'agence. Ceci, quand même, au niveau des ressources, je vais reparler de la taxe buffet, qui est une taxe cette année que je trouve son affectation est mal calibrée, puisque le plafond n'a pas été revu. Voilà. Et on sait que le rendement de cette taxe sera moindre l'année prochaine, puisqu'il sera compris, au lieu de 74 millions, entre 45 et 49 millions. C'est l'estimation. Donc il manque quand même 25 millions. Et vous avez parlé d'une compensation de 10 millions d'euros. Donc à la fin, il manque quand même 15 millions d'euros. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument revoir. Les 50 millions d'euros pour la rénovation énergétique dont vous nous avez parlé, qui sont en plus, j'avais vu qu'il y avait déjà 25 millions qui étaient inscrits pour la rénovation énergétique. Est-ce que c'est en plus? Donc on passerait à 80 millions. Et d'où sont-ils pris sur le déblocage des 100 millions par année en 2022 dans le cadre du plan annoncé par le président? C'est une question qui reste en suspens. Enfin, je terminerai pour ne pas être plus long et laisser également la parole à d'autres collègues par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc là, on voit que pour le COJO, l'impact de la crise sanitaire semble avoir été maîtrisé et on a une trajectoire financière respectée, donc ça c'est un bon point. La Solidéo a eu une rallonge de 40 millions d'euros, mais c'était quelque part prévu puisqu'il y avait un surcoût de 167 millions qui était prévu par rapport au budget qui a été approuvé en 2020. Toutefois, gardons à l'esprit le sport amateur, qui lui reste pour moi le grand parent pauvre, puisqu'aujourd'hui les clubs souffrent. Alors, quels engagements, quelles garanties pouvez-vous déployer pour ces clubs, sachant que les performances de haut niveau, de même que les médailles au JO, viennent forcément des sportifs amateurs à la base. Jérémy Bacchi. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vais essayer d'être bref. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de questions ont été posées. Première question, est-ce qu'on a une visibilité un peu plus grande sur le nombre d'enfants qui pourraient ou qui ont déjà bénéficié du passeport au regard notamment des objectifs initialement fixés?
La deuxième question, vous le disiez dans votre propos introductif, même si on a une baisse de licenciés peut-être un peu moins grande que prévu en ce début d'année, est-ce qu'on a malgré tout des chiffres un peu plus précis, et notamment par fédération? Et est-ce que vous y voyez une corrélation, comme l'a dit mon collègue Michel Savin précédemment, entre l'instauration du pass sanitaire et cette baisse de licenciés? Enfin, là aussi, question qui a été en partie posée sur les taxes affectées. Est-ce que le gouvernement a un premier bilan des premiers mois d'Amazon Prime sur la diffusion et sur les chiffres? Vous disiez prête à mettre plusieurs millions d'euros pour compenser, j'allais dire, le fiasco de Mediapro. Il ne s'agirait pas qu'Amazon Prime vienne y ajouter une nouvelle moins-value dans les mois ou les années à venir. Troisième question, et toujours brièvement sur la FLD, le déménagement, où en est-on du déménagement? Vous aviez évoqué, je crois, à l'époque 8 millions d'euros prévus pour faciliter ce déménagement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour accélérer, j'allais dire, ce déménagement dans les semaines et dans les mois à venir? Et enfin, dernière question qui est, je m'en excuse, pas tout à fait en lien avec l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, de l'audition d'aujourd'hui. Vous le savez, on est à 1 an du lancement de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a de plus en plus dans le pays, y compris dans le monde, des réactions face à la tenue de cette Coupe du Monde sur les sujets, j'y reviens pas, que vous connaissez par ailleurs. Quelle est votre position? Quelle est la position de la ministre des Sports sur cet événement-là? Je serais ravi de vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Sabine Van Heghe. Oui, Madame la Ministre, je constate une certaine autosatisfaction quant au crédit budgétaire du sport pour 2022. Autosatisfaction à relativiser puisque, hors mesures destinées aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il n'y aura que 18 millions de mesures nouvelles pour le sport et le sport de haut niveau en 2022. La hausse des crédits du sport pour 2022 tient peut-être du fait que c'est le dernier budget du quinquennat, mais cette hausse est à mettre en perspective avec les baisses de crédits de 8% hors inflation en 2019 et 4% l'année précédente. 100 millions d'euros serviront en 2022 à financer le passeport, excellente mesure de notre rapporteur. J'ai entendu vos réponses à nos collègues au sujet des crédits passeport 21 qui ne seront pas consommés, mais y a-t-il une possibilité de redéployer ces crédits vers les associations sportives dont je rappelle qu'elles ont été durement fragilisées par la baisse des contrats aidés décidée en début de quinquennat? Par ailleurs, le président de la République a fait des annonces le 14 octobre dernier concernant la construction d'équipements sportifs de proximité sur les territoires. Mais Madame la Ministre, qu'en est-il de ces crédits dans le budget 2022 et quel sera le rôle des collectivités territoriales? Je vous remercie. Céline Brulin. Merci Président, Madame la Ministre. Vous avez dit le sport vecteur primordial pour l'éducation. Je partage, c'est même peut-être la seule raison qui justifiait que le ministère des Sports soit fusionné avec celui de l'Éducation nationale. Mais malheureusement, alors je connais le périmètre de votre propre ministère qui se réduit d'ailleurs peu à peu, mais si je prends l'EPS par exemple, depuis le début de ce quinquennat, on en est à 771 postes en moins, qui se traduisent très concrètement, par exemple dans une académie comme la mienne, celle de Normandie, par le fait que des enseignants d'EPS absents ne sont pas remplacés s'ils ont un arrêt de moins de 15 jours et qu'il y a par exemple des lycéens, j'ai été alertée là-dessus, qui n'ont pas cours de sport pendant plus de 5 mois. Je pense que c'est pas tolérable et que ça, évidemment, contredit un peu les éléments que vous avez donnés. Or, on constate en parallèle que la crise Covid a plutôt affaibli la condition physique des jeunes et qui a donc nécessité de booster cet aspect-là du sport. Et on sait par ailleurs que c'est par l'EPS que beaucoup font ensuite du sport dans les clubs, des associations, voire en pratique libre. Et donc il me semble que c'est un sujet
sur lequel il faudrait s'arrêter. J'en viens aux équipements sportifs, plusieurs les ont évoqués. Effectivement, le plan qui a été annoncé par le président de la République est tout à fait digne d'intérêt. Il répond à un besoin, mais à un besoin spécifique de petits équipements de proximité, mais il ne répond pas à un chantier qui reste immense, qui est celui, ça a été rappelé, à la fois de construire de nouveaux équipements parce qu'il en manque dans des tas de domaines, et puis de réhabiliter des équipements qui sont vieillissants. Or, de ce côté-là, on n'a pas non plus beaucoup de traces. Les sénateurs que nous sommes, ils sont particulièrement attachés parce qu'évidemment, les collectivités cherchent des financements pour construire ces équipements. Et donc, il nous semble qu'il faudrait des réponses qui soient un peu plus... qui est un peu plus de sonnant et de trébuchant sur cet aspect-là, qui n'est pas le même que celui des petits équipements de proximité, j'y insiste. Dernier point, vous avez parlé d'effectifs stabilisés pour ce qui concerne les CTS. À ma connaissance, il y en a 200 de moins. Ce n'est pas tout à fait cette notion que j'ai de la stabilité pour ce qui me concerne. Et donc là aussi, je pense qu'il y a des craintes à lever. Je vous remercie. David Assouline. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, pour votre exposé. Moi, c'est une question très particulière que je me dois de poser à nouveau, finalement, parce qu'on a vu que quand on parle de finances et de sport, on a fait reposer une grande partie du financement du sport sur les droits de télévision. C'est pour cela qu'on tremble à chaque fois qu'il y a une instabilité, Mediapro, ensuite maintenant c'est Amazon, mais avant il y a eu Orange, moment de relative stabilité parce que l'État était stable, mais pas de choses très saines quand c'était Beansport et le Qatar. Mais en tous les cas, ça c'est pour le football. Il y a beaucoup d'autres sujets de financement du sport par la télévision. Comme vous le savez peut-être, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je sais que ça ne reste pas beaucoup dans les têtes des différents ministres à qui j'en ai parlé. J'ai fait un rapport à la demande d'un gouvernement précédent sur le financement du sport à la télévision, sur le sport et la télévision, jugeant qu'un encouragement au sport est nettement dans les valeurs de notre pays et le fait qu'il soit diffusé sur des masses médias aide à cette concorde, à cet élan populaire, à cette découverte de sport, à cette envie de pratiquer et à ces émotions qu'on vit ensemble autour du sport, joie ou peine d'ailleurs. J'avais donc fait ce rapport qui en plus avait la mission de proposer une rénovation d'un décret largement caduc, le décret sur les événements majeurs à protéger, puisqu'il date de 2002, et qu'il fallait le rénover dans l'urgence. La proposition que j'ai faite dans ce domaine avait l'assentiment des deux ministères, et c'est difficile d'obtenir l'assentiment de deux ministères, tant il est difficile qu'ils se parlent et qu'ils se mettent d'accord. Ensuite, des différents ministres de ce quinquennat, qui à chaque fois me disaient mais il n'y a aucun problème, après il y avait une enquête publique, ensuite il fallait les résultats, tout ça est encore derrière nous. Les ministres ont changé et je ne savais pas si les dossiers étaient vraiment portés ensuite. Mais il se trouve qu'on en est toujours au même point pour moi. Je ne dis pas que c'est au même point, le dossier avance, mais en termes d'annonce et de rédaction du nouveau décret, puisque tous les ministres m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec l'ensemble des propositions, qu'il n'y avait plus qu'à signer le décret à un ou deux événements. Les choses importantes qu'il y avait dedans, c'était, en général, c'était la valorisation de la diffusion du sport féminin. Depuis, des choses ont avancé. Je vois bien que des choses ont avancé. Mais dans ce décret, il était proposé de mettre au même niveau tout événement féminin par rapport à un événement masculin équivalent, championnat du monde, finale, etc. Ma question est la suivante. Est-ce que ça va avoir une fin, cette histoire? C'est-à-dire, est-ce que vos ministères
c'est culture et sport, ont projeté à un moment donné de publier ce décret. Et puis, plus globalement, de vous demander, dans ce problème global, qui est que nous avons été dans une direction, y compris la taxe Buffet est venue s'asseoir là-dessus pour tirer profit pour le sport amateur. Je répète, une grande partie du sport français ne peut vivre que par les droits et par ce qui vient donc d'opérateurs privés essentiellement. Et dans l'instabilité actuelle, les nouveaux acteurs, les nouveaux usages, est-ce qu'à un moment donné, il y aura un acte pour essayer de donner une direction, une entente entre le monde du sport et, moi je proposais qu'il y ait une conférence quasi annuelle entre les acteurs du sport et l'ensemble du monde de l'audiovisuel pour essayer de se mettre d'accord, en tous les cas d'échanger. Avec cette dernière question, vous savez qu'il y a encore une instabilité qui risque d'arriver, puisque le service public dont c'est la mission n'a quasiment plus d'événements sportifs chers à diffuser, à part, je parle du football, je parle des sports les plus populaires, parce que n'ayant pas le droit à la publicité le soir, ils n'ont pas de moyens de financement. Vous savez qu'ils ont le Tour de France, ils ont Roland-Garros, que Roland-Garros vient de prendre les matchs du soir, c'est Amazon qui les a pris, donc ce n'est plus sanctuarisé, et que demain, il peut y avoir un grand groupe privé qui a 70% du marché, qui aurait 70% du marché publicitaire et qui serait en situation de concurrence, puisque c'est des événements clairs, avec le service public qui peut ne plus rien avoir bientôt. Et est-ce que vous regardez ça? Parce que le service public, c'est sa mission et ça garantit un certain nombre de diffusions de sport, notamment les sports les moins lucratifs, on va dire, mais qui ont besoin d'être connus, parce que l'objectif, c'est qu'aux Jeux Olympiques, qui seront en France, eh bien, ce ne soit pas le moment où le sport a disparu du service public, et voire même le service public ne serait plus en situation d'acheter comme avant les droits des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui le mettrait dans une situation très difficile, et sa mission pour encourager le sport ne serait plus remplie. Merci, Président. Une fois n'est pas coutume, Madame la Ministre, je vais parler handball. Le tournoi olympique qui devait être sur Paris, sera délocalisé à Lille. Je voulais savoir si il y avait un village olympique de prévu à Lille, si les joueurs et le staff devront faire la navette depuis Paris, et s'il y a un village olympique à Lille, qui le paiera? Voilà, Madame la Ministre, toute une série de questions. Je vais vous laisser maintenant y répondre, dans l'ordre que vous souhaitez, bien entendu. Je ne sais même plus. C'était où? Là? Ouais. On va le reprendre. Merci pour... Je crois qu'il y a un projet de décret à l'intérieur, méfiez-vous quand même. Mais... Allez-y. Bon, allez. Merci pour vos interventions, vos questions. Monsieur Savin, d'abord, effectivement, moi, comme j'ai dit à Monsieur Lozach, qui me disait que d'emblée, il allait y avoir une sous-consommation de 60 millions, vous me parlez d'une sous-consommation de 50, laissons le temps à ce dispositif de se terminer, de s'épanouir et d'être diffusé à ses bénéficiaires, d'abord, qui sont, je le rappelle, les associations, puisque c'est bien les associations qui reçoivent cet argent du passeport, même si c'est une aide au pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent restera à mon ministère. Maintenant,
s'il en restera, mais j'espère qu'il ne en restera pas, et que tout sera utilisé sur le dispositif Passeport grâce à l'élargissement des structures bénéficiaires et du public bénéficiaire, eh bien, je mettrai l'accent sur des opérations, évidemment en lien avec le monde associatif, mais aussi avec les maisons sport santé, sur des opérations pour travailler sur la sédentarité de ce public en particulier. Un jeune sur deux qui, de fait, ne se sera pas inscrit grâce à cette réduction de 50 €, on peut supposer quand même qu'il n'a pas trouvé son bonheur dans un club sportif qui fait de la compétition, il n'aura pas trouvé son bonheur dans une association simplement qui fait de la pratique associative d'entraînement ou de loisirs, de plaisir, et il n'aura pas trouvé son bonheur tout simplement à pratiquer du sport, y compris par exemple en allant avec sa famille s'inscrire dans une piscine, puisqu'on a vocation aussi à élargir ce dispositif sur de la pratique familiale, libre, pour pouvoir utiliser ces 50 € pour acheter un abonnement dans une piscine ou une séance de patinoire l'hiver. Donc c'est vraiment dans cette idée-là d'élargir le dispositif à un maximum d'acteurs, à un maximum de public aujourd'hui, pour travailler, c'est vraiment une manière inédite aujourd'hui, aucun ministère n'a jamais fait ça aujourd'hui, d'aller investir sur la demande de sport et non pas sur l'offre sportive. Mais évidemment, s'il faudra répartir cet argent sur une offre sportive, je mettrai toute mon attention à identifier une offre qui fera que les non-pratiquants identifiés, et on verra en nombre de combien ils sont, qui ont reçu ce coupon et qui ne l'ont pas utilisé parce qu'ils font de la musique ou ils font pas de sport ou ils font des jeux sur leur ordinateur, du coup, comment faire pour aller les chercher aujourd'hui? Et les acteurs qui sauront aller les chercher, qui proposeront des dispositifs pour aller les chercher et les emmener vers de la pratique sportive, je souhaite que ce financement serve à ça. Voilà. Sur les équipements sportifs de proximité, j'ai bien entendu dans les différentes autres interventions aussi qu'on a besoin d'équipements structurants sur nos territoires. C'est bien l'objectif des schémas territoriaux, des équipements qu'on va mettre en place et qui sont déjà en train d'être travaillés dans la déclinaison territoriale de l'agence. Sachez pour information qu'il y a 2 ans maintenant, donc en 2020, nous avions un budget sur ces équipements structurants de 45 millions €. Ça a concerné 350 dossiers. Aujourd'hui, grâce évidemment aussi au plan de relance, à l'amendement sur les équipements, nous sommes à 190 millions € en 2022 sur des équipements aujourd'hui structurants, hors les 100 millions qui concernent les 5000 équipements de proximité qui effectivement se veulent un dispositif innovant parce que financé plus fortement par l'État. Entre 50 et 80% du financement de ces équipements sera assuré par un budget. Donc vous m'avez demandé sur quelle ligne il sera. C'est la 219, enfin c'est à l'agence. C'est l'agence qui le mettra en place avec une part nationale et une part territoriale aujourd'hui. Et sur les dom-tom, sur ces territoires, 100% du coût de ces équipements sera financé par ces crédits. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas d'équipements comme on l'entend de plusieurs millions d'euros, mais qui se limitent à un coût financier moindre. Ce sont, comme j'ai dit, des équipements qui sont en stock aujourd'hui dans les fédérations sportives. On parle de l'opération 1000 dojo de la fédération de judo. Je vous invite à regarder. Et effectivement, quand vous parlez, Monsieur Savin, de quel territoire, chaque fédération aujourd'hui, grâce à un outil du CNOSF, plus développé par la Fédération de Judo d'ailleurs, qui est à la pointe de ce logiciel, pour étudier le taux de pénétration de sa discipline sur les territoires, donc qui allie nombre d'adhérents, nombre d'associations sportives et localisation des dojos sur le territoire. Donc toutes les fédérations évidemment n'ont pas accès à ce genre de logiciel. Le CNOSF se positionne pour faire bénéficier un maximum de fédérations de ce type d'outils numériques que nous avons financé d'ailleurs aujourd'hui depuis 2 ans pour permettre aux fédérations sportives de participer à ce schéma territorial des équipements aujourd'hui au niveau de chaque région. C'est véritablement des outils, ce type d'outils, mais aussi les services équipements qui existent au sein des fédérations, des outils d'expertise qui doivent être beaucoup plus au service des collectivités aujourd'hui, parce que les collectivités, quand elles veulent construire une piscine, un gymnase, elles sont plutôt soumises à des contraintes de la part du mouvement sportif pour adapter tel ou tel équipement aux contraintes des compétitions qui vont s'y dérouler, plutôt que en collaboration avec ces entités
et ces services équipements qui existent au sein des fédérations. Et au travers de ce dispositif d'équipement, ce que nous voulons mettre en place, c'est plus de collaboration entre les collectivités et le monde fédéral, voire le monde associatif, donc dans sa déclinaison territoriale des fédérations, pour qu'ils puissent, au moins sur ces dispositifs qui ne coûtent pas cher et qui auront des financements d'État très forts, eh bien se mettre autour de la table pour voir où il est pertinent de mettre un terrain de basket 3-3, un dojo à vocation sociale, un terrain de hand ou de beach volley, un petit bassin mobile dans une cour de récréation d'une école ou sur la place du village. Voilà, c'est ce type d'équipement qui a vocation à être financé au nombre de 5 000. Oui, allez-y. Allez-y. La question que je posais, c'était est-ce que ça concerne l'ensemble du territoire français? J'ai bien compris vos réponses, mais est-ce que ces lieux seront implantés en QPV ou en proximité et en milieu rural dans les territoires carencés? Donc, ça exclut... Non, mais est-ce que vous nous confirmez que ça concerne l'ensemble du territoire français? J'ai bien compris par rapport aux fédérations et autres. Aujourd'hui, quand je parle de territoires carencés, c'est des territoires carencés en équipement sportif. Donc, de fait, un maximum de territoires. Évidemment, on part un peu de nos critères d'attribution aujourd'hui, c'est que les QPV, il n'y a même pas les ZRR. On a envie d'aller vers les ZRR et c'est ce qu'on fera. Tout ça n'est pas encore défini, hein, donc on est en train de le travailler aujourd'hui. Donc, faites valoir aussi votre point de vue au sein de l'agence, hein, il sera entendu et écouté. Moi, je suis effectivement de votre avis que ça doit concerner un maximum de territoires. Je crois que ZRR, QPV, en tout, ça couvre 80% du territoire. Mais comme vous avez dit, 20%, pourquoi ne pas y aller? En tout cas, sachez qu'en proximité, on ne s'interdit pas, et déjà actuellement, hein, d'aller sur des équipements qui sont à proximité dans la périphérie de ces QPV aujourd'hui. Et sur le terrain, je vais vous dire, on ne s'interdira pas de faire preuve de discernement lorsque l'un ou l'autre des projets sera déposé. Voilà. Ensuite, sur la partie des droits télé, donc pour ceux qui ont l'inquiétude de la compensation par l'État d'un manque à gagner sur les fonds des taxes affectées qui concernent la taxe Buffet, j'avais pris l'engagement avec Olivier Dussopt que ce sera compensé par un budget éventuellement rectificatif. C'est difficile pour nous d'évaluer aujourd'hui la perte réelle, puisqu'à chaque fois qu'on était en train de travailler le budget, ils étaient en train de négocier avec l'un ou avec l'autre. On ne savait pas vraiment le montant du coût des droits télé, et donc on a préféré rester sur ce qui avait été voté. Donc je rappelle un déplafonnement, enfin on a ramené le plafond au rendement de cette taxe. Cette taxe n'étant, enfin le rendement n'étant pas le même, du coup, les rentrées d'argent ne seront pas les mêmes, mais nous sommes engagés à compenser de manière à ce que ni le budget de mon ministère, ni celui de l'ANS ne soient impactés par le manque à gagner dû aux droits télé. De manière plus large sur ce sujet, puisqu'il a été évoqué notamment par M. Assouline, effectivement, je ne peux que vous donner la même réponse que l'année dernière. Nous y travaillons avec Mme Bachelot. Nous avons été retardés dans ces travaux, évidemment, par la gestion de la crise sanitaire, aussi bien dans le champ culturel que sportif. Et aujourd'hui... Voilà, sur la partie diffusion des événements sportifs, puisque la chaîne numéro 4 a vocation à continuer à exister, évidemment, on l'a placée sur la partie éducation, culture et sport. Donc dans le service public, il y aurait de la place pour remettre des événements sportifs aujourd'hui à minima sur cette chaîne spécifiquement. Nous avons également soutenu la création de Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, où il y a la possibilité pour beaucoup de sports moins médiatisés d'exister, voire des sports médiatisés déjà, mais qui n'ont pas trouvé preneur d'exister sur cette chaîne. Et de plus en plus de fédérations vont aussi vers la production d'images en propre pour pouvoir les diffuser via leur propre chaîne Internet. Voilà. Et effectivement... aussi bien dans le football, où on voit que le football a perdu de sa superbe par rapport
au coût qui est attribué à ces droits télé, nous sommes en train de réfléchir, y compris avec le mouvement sportif professionnel, le monde du sport professionnel, toutes disciplines confondues, à comment aussi aller chercher, enfin faire reposer le modèle économique sur d'autres choses, sur d'autres partenariats aujourd'hui que uniquement les droits télé, puisqu'on voit que c'est quelque chose de dangereux à terme. Donc sur quoi ? Du coup, sur aussi la responsabilité sociale de ces organisations, tout ce que des fédérations, des clubs professionnels pourront mettre en avant comme service au territoire, comme possibilité de sous-traiter aussi pour un certain nombre d'entreprises qui décideraient d'être partenaires leur RSE. La RSE des entreprises sous-traitées par le champ sportif aujourd'hui, pour emmener aussi ces partenaires plutôt aussi vers du mécénat dans le cadre du soutien du monde sportif que uniquement dans du sponsoring visible sur un maillot, sur une pancarte. Concernant le sport féminin, puisque vous en avez parlé, effectivement, nous avons aujourd'hui par plusieurs vecteurs, que ce soit la loi, que j'espère vous voterez prochainement au Sénat, avec le titre 2 qui parle de féminisation des instances sportives. Donc de fait, de par cette féminisation des instances sportives, une meilleure complémentarité de l'offre fédérale et associative qui est proposée dans ces fédérations. Également un engagement très fort des fédérations via notamment les contrats de délégation. Vous m'avez posé tout à l'heure la question, Monsieur Lozach, on en est aujourd'hui à discuter ces contrats aujourd'hui de délégation qui seront accolés à la délégation en propre donnée aux fédérations, puisque la loi aujourd'hui nous invite à le faire via des décrets qu'on est en cours de rédaction et de consultation avec le mouvement sportif, et notamment des plans de féminisation de la pratique des instances. Ce sont des items qui figurent dans ces engagements sur le contrat républicain de la part des fédérations. Et c'est véritablement une évolution très forte et très marquante aujourd'hui dans la relation que l'État instaure avec les fédérations délégataires, mais également avec les fédérations agréées via ce contrat de délégation nouvelle donne qui ne porte pas uniquement sur des thèmes sportifs. Ensuite, sur la partie jeux d'hiver, oui, évidemment, ils sont inclus dans l'amendement et dans les actions de l'Agence nationale du sport sur la partie haute performance. Les 10 millions sont surtout au service des athlètes, donc de tous les athlètes qui font partie du cercle haute performance, en permettant aussi que les autres crédits du haut niveau soient affectés aux athlètes qui ne sont pas dans ce cercle, mais à d'autres athlètes également, ainsi qu'aux coachs sportifs. Sur la partie qu'a évoqué M. Kern sur les budgets concernant les incivilités, les violences dans le sport, une augmentation toutefois conséquente, avec un engagement très fort aussi de la part des fédérations, que ce soit en financement propre, mais aussi un soutien des associations sportives qui interviennent sur la prévention, la sensibilisation, l'explication de la loi vis-à-vis des assos et des fédés, qui sont d'ailleurs financées par ailleurs par d'autres ministères, par le ministère de Madame Moreno par exemple, et c'est notre contribution, 800 millions d'euros, pardon, c'est vous qui avez dit 800 millions, 800 000, c'est vous qui l'avez dit 800 millions, j'aimerais bien, mais 800 000 euros, aujourd'hui, c'est la part du ministère des Sports dans cette lutte contre les incivilités, contre les violences sexuelles, contre également le racisme, voilà, l'homophobie, qui évidemment est un phénomène de société qui ne concerne pas spécifiquement le sport, mais auquel le sport se doit, et mon ministère se doit de participer. Vous avez suivi l'audition de Roxana Maracineanu. La ministre venait défendre le budget alloué au sport dans le projet de loi finance 2022. Elle a aussi répondu aux critiques des sénateurs qui pensent que ce budget n'est pas assez conséquent pour redynamiser le sport de haut niveau en vue des Jeux Olympiques de Paris. Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr dans l'article de notre journaliste Romain David. À bientôt.